Salut les amis, on commence la journée en parlant d'Ethereum parce qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive demain et on a une data plutôt intéressante qui est sortie mais qui est quand même passée sous les radars. Donc on regarde ça tout de suite et c'est parti, c'est parti. Alors on en a déjà parlé mais la mise à jour Pectra finalement va être vraiment ciblée sur l'expérience utilisateur. Tu vas pouvoir payer des gas fees non plus avec de l'Ethereum, tu pourras encore le faire mais tu pourras te servir aussi d'autres tokens et ça ce sera un irritant en moins pour l'utilisation du réseau Ethereum. Bref, et on a vu aussi l'impact des mises à jour dans le passé d'Ethereum, dans l'historique finalement, et à chaque fois qu'on a eu une grosse mise à jour, une mise à jour majeure, il y avait un impact sur le cours d'ETH. On l'a vu avec Zemer, Sharpella, Dankun, et là la mise à jour Pectra, étant donné qu'on a corrigé énormément les dernières semaines, en plus de quoi on a des signes de retournement d'Ethereum, on va aller les voir juste après sur la charte, ça nous amènerait à penser qu'on pourrait avoir un retournement d'Ethereum et que la mise à jour Pectra, du moins à court terme, pourrait avoir un impact positif sur le cours d'ETH. Ça c'est bon, ok. Bon, et le graphique que je voulais te partager, c'est celui-ci, c'est le Ethereum Weekly Engagement. Et finalement, il te met en lumière le nombre d'adresses uniques qui vont interagir avec le réseau d'Ethereum. Donc des adresses EVM qui vont interagir avec des protocoles, qui vont faire des transactions, qui vont recevoir de l'argent, pas un coup fin. Et ce que tu peux constater, c'est qu'on est en évolution. Donc là, j'ai envie de te dire, de mal en pis, c'est plutôt normal. Ça serait inquiétant si on était en décroissance. Depuis 2022, on a une croissance. Tu vois, on est passé approximativement de 1 797 000 adresses, de 2 millions on va dire. Et actuellement, on est monté à 15 millions. Bon, alors comment est-ce qu'on peut interpréter ce graphique? Dans un premier temps, on a deux types de colonnes. Tu les as vues. On a les oranges et on a les grises. Les grises représentent les interactions avec le mainnet, autrement dit avec Ethereum directement. Et les colonnes oranges représentent les interactions à travers les layers 2 d'Ethereum. Donc pas directement sur le réseau d'Ethereum. Avant 2023, on avait une écrasante majorité, une écrasante dominance finalement d'Ethereum, du mainnet vis-à-vis des L2. Et ensuite, petit à petit, les L2 ont commencé à grappiller de la dominance jusqu'à venir démolir l'utilisation qu'on a du réseau d'Ethereum en tant que tel en passant par la L1. Ce phénomène, il va dans le même sens que la narrative d'Ethereum, que sa vision, parce qu'Ethereum souhaite justement déléguer les transactions au Layer 2, afin que chaque application spécifique puisse avoir sa Layer 2, avec des coûts réduits, avec un temps de réaction plus faible, que ce soit pour le gaming, que ce soit pour l'IA, peu importe, la narrative. Bon, donc quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, sur les Layer 2, on a quand même eu une expansion, même si c'est pas incroyable lorsque tu regardes les charts liés à l'écosystème de Solana par exemple, mais on a quand même eu une expansion. On a eu une correction finalement qui a commencé à débuter après le bull run de 2024. On a commencé à faire un petit bear market où on en a pris plein les fesses à partir de janvier 2025. Et c'est bel et bien visible sur ce graphe, tu vois, on a une petite décroissance qui est notable. Et là, on a une barre d'utilisation qui est complètement folle, qui a explosé tous les records d'utilisation des Layer 2 sur Ethereum et c'est arrivé du coup la semaine dernière. Et ça c'est un très bon point parce que l'utilisation des Layer 2 a souvent été un précurseur d'un renversement de tendance et d'un run sur le monde de la crypto-monnaie. Ça a été le cas en janvier 2024 où on a eu une explosion, tu vois, à partir d'ici là, de l'utilisation des Layer 2. Boum. Suite à quoi, on a eu une correction de l'utilisation, donc on a eu de moins en moins d'utilisateurs, et bien évidemment, ça a marqué un espèce de bear market, on peut le dire carrément, ce cycle il est bien différent, on en parle régulièrement. C'est un bull run de 3-4 semaines, et puis ensuite c'est un bear market, bref, c'est bien différent de ce qu'on avait par le passé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu en août? Boum, un pic d'utilisation, tu vois, où on vient casser tous les records historiques. On a une correction, on stabilise et puis ensuite on corrige. Et actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Boum! Une utilisation des L2 qui fait un nouvel ATH et tout en sachant que demain, on a une mise à jour Pectra hyper importante qui, dans l'histoire, à chaque fois qu'on a une mise à jour comme on l'a vu tout à l'heure, on a de grosses variations, on a un gros impact sur le cours du token d'ETH. Donc tu vois, ça c'est factuel. Cette data, elle te permet de comprendre qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent dans la crypto-monnaie. Donc est-ce que ça amorcerait pas le bull run de la crypto-monnaie et aussi celui d'Ethereum? Parce qu'Ethereum, il a tellement été sous-évalué ces dernières semaines qu'à lui seul, il n'a pas aidé, tu vois, vis-à-vis de la Bitcoin dominance, c'était pas facile. Et ça se traduit bien par la charte d'Ethereum que tu as sous tes yeux. C'est un truc de fou. On a eu une dégringolade du token d'ETH. On est passé des 4 000 $, on est descendu à 1 400 $. Ça a été un choc, vraiment, je pense, pour tous les investisseurs, pour toutes les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, qui sont rentrées à de ça quelques années. Toujours est-il que, voilà, on a une tendance baissière, tu vois, qui est toujours d'actualité, ok, parce qu'on fait toujours des sommets qui sont de plus en plus bas. Mais là,
il s'est passé quelque chose. Il s'est passé le même phénomène qu'on a eu sur Bitcoin il y a de ça 2-3 semaines là, où on a brisé notre tendance baissière, tu vois, avec cette trendline, cette espèce de résistance. Tu as vu ce qui s'est passé pour Bitcoin par la suite, hein? Pour l'instant, on a une sortie de ce range qui est plutôt timide, d'accord? Mais en fait, ça va dépendre de Bitcoin, ça va dépendre de tout le marché. Là, je pense qu'Ethereum est prêt à repartir. Alors, je te dis pas qu'il va partir à 15 000 $. Non, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, tu connais mon avis sur l'économie et la direction dans laquelle va la fondation d'Ethereum. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Mais là, ce qui est en train de nous montrer ETH, c'est une espèce de maturité. En mode, de ça y est, on a touché le bottom, on a fait notre petit biseau, là, on l'a pété vers le nord. On en avait parlé, il ressemble étrangement à celui qu'on avait eu pendant le Covid. Toujours est-il que là, sur Ethereum, on est en train de faire une figure qui n'est pas extrêmement bullish. Bon, il peut être considéré comme un running, mais en général, voilà, ce genre de vague haussière, tu vois, qui est précédée par une jambe baissière, tu as de grandes chances d'avoir, je parle statistiquement, hein, une correction par la suite de ce canal haussier. Ça pourrait t'amener à venir retester, tu vois, cette imbalance, à venir la chatouiller, venir s'appuyer potentiellement sur la borne supérieure de ce biseau qui agirait comme un support pour nous renvoyer par la suite au nord. Et là, tu pourrais avoir une belle structure qui pourrait se former de la forme d'un W. Ensuite, si on fait un petit point sur Bitcoin, actuellement on est aux alentours des 94 000 $ et on avait fait un espèce de running qui a pété vers le bas. On a pété vers le sud, on en parlait. Alors ça commençait à être un peu suracheté, mais bon, le running il a été têtu, nous a envoyé direction les 98 000 $. On n'a même pas touché les 100 000 et directement on a été rejeté. Donc écoute, j'ai envie de te dire, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit souvent. Actuellement, on est en train de faire une figure qui n'est pas des plus bullish. Cette structure ressemble étrangement à celle-ci, l'Ascending Broadening Wedge, tu vois, avec un canal finalement qui s'écarte, tu vois, un peu comme un entonnoir, qui est en plus ascendant, donc c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Et en général, voilà, tu peux avoir une réjection. D'un point de vue statistique, trading, chartiste, tu as plus de chances de repartir vers le bas. Alors tu vas me dire de quelle taille sera la jambe baissière en sortie de ce canal, de cet Ascending Broadening Wedge. Eh bien j'ai envie de te dire, c'est pas la taille qui compte. Ça, c'est la phrase du genre de mec qui veut essayer de se remonter le moral, tu sais. Non, plus sérieusement, à la taille de la réjection, tu peux considérer qu'elle peut être proportionnelle à la largeur de ce canal, tu vois, en expansion de cet entonnoir-là, en sortie. Et bizarrement, hop, si on commence à péter, là, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, eh bien, qu'est-ce que c'est, ça ? On vient de toucher cette zone dont on parle depuis un certain moment. Cette zone de résistance qui agit maintenant comme un support, tu vois, qui vient toucher pas mal de petites pointes là, et qui en plus correspond, attention, tiens-toi prêt, rappelle-toi, tarim tadoum, à ce petit gap CME qu'on a laissé derrière nous entre les 92 500 et les 92 000. Donc ça pourrait faire une pierre de coups, ça pourrait permettre de faire respirer le Bitcoin, de le laisser un petit peu digérer, en plus de quoi de venir combler un gap CME et venir mettre au-dessus de notre tête plein de positions short parce que tout le monde reparlerait de bear market et à ce moment-là, le Bitcoin aura encore plus d'énergie, encore plus de chasse à faire au nord et ça pourrait nous amener direction des 100 000 $ par exemple, tu vois. Ensuite, concernant un indicateur qui est super important et avec lequel je ne vais pas vous lâcher, je vous l'ai dit les amis, c'est le long term holder supply parce qu'il te montre finalement le comportement des baleines sur Bitcoin, des baleines long terme, ok. Et dans l'histoire, du moins sur ce cycle-là, c'est bien défini. On voit que à chaque fois qu'on a un retournement de tendance, ben les baleines, elles y sont pour quelque chose. Bon. Et on avait vu ensemble que la semaine dernière, on avait gagné énormément, les baleines avaient gagné énormément de Bitcoin, elles avaient accumulé un maximum. Là, actuellement, on est en train d'avoir un espèce de petit palier, donc là, pas d'inquiétude pour l'instant. Ce qu'on a envie de voir, ben, c'est cette charte qui continue de monter, en même temps que le Bitcoin monte. C'est parfait, parce que lorsque cette charte-là, la charte bleue d'accumulation des baleines de Bitcoin va commencer à diminuer, c'est là où le Bitcoin devrait commencer à monter. Et c'est là où elles vont venir échanger leur Bitcoin contre les nouveaux qui rentreront dans le marché. Donc tant qu'elles montent et qu'on a le Bitcoin qui monte avec elles, ben c'est parfait. C'est parfait, ça veut dire que voilà, le compte à rebours n'a pas encore vraiment démarré. Tu vois ce que je veux te dire? Je te rappelle aussi, si tu as raté ma précédente vidéo hyper importante avec la miniature où il y avait une baleine là qui bouffait Bitcoin et le poisson rouge Nemo, c'est que sur ce cycle qui est bien différent, tu l'as vu si tu as bien analysé le Bitcoin et si tu regardes mes vidéos, on a une manière de procéder qui est bien différente. À l'époque, c'était souple, c'était tranquillou. On montait pendant 3, 4, 5, 6 mois. Là, maintenant, on monte 3, 4 semaines. On corrige pendant 6 mois. Donc ça, c'est un autre narratif, c'est une autre manière de procéder. Et bien, c'est symptomatique parce que le marché se professionnalise. Hein. On a quand même BlackRock, on a des institutions, on a des ETF.
Donc voilà, il faut s'adapter avec son temps, les boys. Et du coup, la correction, lorsque les baleines commencent à vendre leur Bitcoin, donc lorsque on a ce plateau qui se brise et les baleines commencent à distribuer leur BTC aux nouveaux arrivants finalement, eh bien en général, on a 30 jours. Et à un jour près, 30 jours ou 31 jours. Sur ce cycle, c'est comme ça que ça se passe. Donc sur la crypto brève, on va être très attentif à un futur palier qu'on pourra avoir. Tu vois là, si on commence à avoir un palier constant là pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, le moment où ce palier va péter, voilà, faudra mettre le compteur à rebours, le chronomètre, ting, il sera activé. Donc si ça t'intéresse d'avoir ce genre d'indicateur, ben n'hésite pas à t'abonner mon cher ami. Concernant les annonces économiques, je te rappelle que demain on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Normalement c'est une annonce qui attire énormément l'attention, énormément les regards, mais là on s'attend pas à avoir de baisse de taux. Donc si on a une baisse de taux, ben écoute, ça viendrait surprendre tout le monde et là on aurait une explosion des marchés. Ok, ça serait vraiment un motif pour envoyer le Bitcoin direction les 100 000 $ directement. Mais bon, l'analyse qui va vraiment être épiée, c'est le discours de Jérôme Powell. À 20h30, il va venir nous faire un petit résumé sur l'économie, sa vision dans les prochains mois sur une potentielle baisse de taux d'intérêt. Et ça va être extrêmement regardé. Et il suffit qu'il nous dise un mot, tu vois, instabilité économique, incertitude, patin couffin, là tu peux être sûr que le marché il va mal réagir. Donc on espère qu'il sera plutôt rassurant parce que ça fait plusieurs fois qu'il prend la parole et il nous casse les pieds. Tout à l'heure je t'ai parlé un petit peu d'Ethereum, donc je te fais un petit point sur les ETF ETH. Je t'en parle pas souvent parce qu'il n'y a pas grand chose finalement, tu vois, il n'y a rien de neuf, ils n'ont pas tiré énormément de capitaux. Tu vois cette charte là liée aux ETF Ethereum, elle est ridicule comparée à celle de Bitcoin, mais bon, c'est comme ça, ça met un peu de temps et puis voilà, ça a un peu changé. Bref, on va pas rentrer dans les détails, on en a assez parlé, je crois. On a eu quand même un petit inflow là de la part de BlackRock. On a eu 20 nouvelles ETF Ethereum qui ont été achetées le 2 mai. Donc c'est rien de fou, rien de fou. Et concernant Bitcoin, tu le sais, on a fait 674, on a eu un nouvel inflow de BlackRock le 2 mai, donc c'est complètement fou. Et on commence à avoir des sacrées pépettes là, tu vois, qui commencent à rentrer dans les ETF de Bitcoin. Et ça, c'est bon signe, hein, c'est bon signe parce que ça ajoute de la force acheteuse. On a Michael Saylor aussi qui nous met des tapes dans le dos à chaque fois, tu vois, pour nous faire avancer. Les ETF, pareil. Lorsque tu regardes la charte, là, c'est vraiment pas mal parce qu'on commence à être extrêmement proche de notre précédent ATH, du nombre d'ETF Bitcoin. Et ça, c'est plutôt bullish. Bon, on va pas s'éterniser sur l'inflation pour l'instant. Il n'y a rien de nouveau, d'accord. Ça fait maintenant à peu près quasiment un mois, là, tu vois. Quasiment un mois qu'il se passe rien. On est aux alentours des 1,4. Bon, on a quand même un petit retournement de tendance, tu vois. Un peu comme Ethereum, je te l'ai montré tout à l'heure. On a une droite de tendance, une droite de résistance que tu pourrais tracer, qu'on l'a déjà fait ensemble d'ailleurs, qu'on est venu péter. On est venu péter et en plus de quoi, on est en train de faire une figure, je ne sais pas si tu la vois, épaule, tête, épaule inversée. Donc on pourrait avoir un retournement, tu vois, qui pourrait apparaître potentiellement en juin, en juillet. Et on aurait des répercussions sur les chiffres annoncés par la Fed qui arriveraient 45 jours après. Donc ça nous laisse un peu de marge. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, comme je te l'ai partagé sur Twitter, malgré le climat, malgré le désintérêt autour de la crypto, tout le monde est parti, tout le monde s'en fout, on a quand même des super news. On a la SEC qui va se réunir le 12 mai autour du RWA, autour du Real World Asset et de la finance décentralisée. Et ça, ce genre de news, tu vois, pas grand chose, tu vois, 3000 vues, alors que les mecs... What the fuck quoi. On a la SEC qui va faire une réunion, une table ronde autour du RWA, un narratif du monde de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée, un autre narratif. C'est complètement dingue. Ensuite, petit point sur un projet autour du RWA que j'ai trouvé, qui me semble vraiment très intéressant. Ce projet, voilà, j'essaie de le décortiquer un petit peu, mais il n'y a pas énormément de data, ils sont vraiment au commencement, j'ai l'impression. C'est Pencil Finance. Je vais encore creuser, d'accord, mais j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante et je voulais te la partager. En fait, ce qu'ils font, tu le sais, le RWA, c'est de la tokenisation d'actifs réels. Donc, tu tokenises par exemple 1000 parts d'un hôtel que tu as acheté 1 million d'euros. Ça te fait des parts à 1000 euros pièce, ok? Et ça permet à n'importe qui de venir rentrer dans ton business, de t'apporter de l'argent et de récupérer un rendement issu d'un narratif, issu d'un business pour lequel on n'aurait jamais pu participer en temps normal, tu vois, qui c'est qui peut s'acheter un hôtel à 1 million de dollars, c'est pas le commun des mortels, bref. Donc ça c'est le RWA. Mais il y a une chose aussi qui génère énormément d'argent, qui remue énormément de capitaux, eh bien c'est les crédits étudiants, tu vois, les crédits étudiants, il y a énormément d'argent, tu vois, qui transite là autour de ce milieu qui est plutôt opaque, mais avec ce genre de projet, des personnes qui voudraient faire travailler leur stablecoin, enfin leur argent normal, tu vois, leur dollar, pour une cause qui leur parle, tu vois.
comme par exemple aider des étudiants à financer leurs études, tu vois, c'est tout à fait louable, eh bien on pourrait le faire avec ce genre de projet. En plus de quoi, le projet, il parle de 10% de rendement. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, reste à voir quels collatérales sont utilisés si l'étudiant ne rembourse pas le prêteur. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les recours, parce qu'en général, si tu es étudiant, c'est que tu n'as pas d'argent pour payer tes études. Reste à voir les modalités, comment est-ce qu'on peut assurer les prêteurs. Dans tous les cas, je vais creuser un petit peu, puis je te ferai un petit point si ça t'intéresse. Bon, et suite à la récente petite correction qu'on a eue sur Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé du côté des altcoins? Les altcoins, ils n'ont pas trop résisté. En revanche, on a eu des altcoins qui quand même ont montré le bout de son nez, tu vois, comme Bit&Sword, qui mine de rien, hyper résilient. Il est hyper résilient. Il est en train de nous faire, on a bel et bien l'impression, une espèce de canal baissier là. Et ce genre de canal baissier, tu le sais en général, s'il se concrétise d'un point de vue statistique, tu as plus de chances d'avoir une jambe haussière en sortie de celui-ci. Bon, on verra ça par la suite. On a aussi Akash Network, en fait, on a tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, je t'ai amené sur cette page. J'ai mis en termes de monnaie le Bitcoin, ok, donc j'exprime pas les crypto-monnaies sur CoinMarketCap en fonction du dollar, mais en fonction du Bitcoin. Et ça te permet de voir finalement la puissance d'une narrative en fonction du Bitcoin. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, notamment pour les nouveaux qui ne veulent pas se casser la tête. Allez regarder charte par charte les cryptos les plus fortes du narrative. Je pense que c'est une bonne technique, donc je le recommande. Bref, ce que tu peux constater, c'est que sur cette journée, les catégories qui ont surperformé le Bitcoin, on a du meme coin, on a du pump fun, bon, voilà, rien de nouveau, rien de surprenant. On a aussi ensuite du virtual, donc tout ce qui est agent autonome, DeFi, donc intelligence artificielle sur la DeFi. On a du SUI, ok, l'écosystème de SUI, du DePIN, de l'agent IA, de la générative AI, AI Engine Launchpad, AI Meme, AI and Big Data, enfin bref, AI. Tu le sais, ça fait résonance avec les annonces de Microsoft comme quoi ils allaient investir énormément d'argent dans l'intelligence artificielle. Facebook aussi souhaite investir dans l'intelligence artificielle, donc on est dans le narratif. Je pense que c'est le narratif dans lequel il faut être situé en 2025 si tu possèdes de la crypto-monnaie en tout cas. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et sur ce, on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.